On va commencer tout d'abord par quelques bonnes pratiques pour simplifier la prise d'information donc sur un site, faciliter le don et aussi tester, parce que l'ergonomie, voilà, nous on est des experts, mais on ne pourra jamais se mettre à la place de vos utilisateurs. Il y a des spécificités et c'est toujours très important, en fonction du site, en fonction de la cible, de pouvoir tester tout le temps en continu pour pouvoir s'améliorer. Alors tout d'abord, comment simplifier la prise d'information? Quand un utilisateur arrive sur le site, il faut qu'il sache tout d'abord qui vous êtes. Et malheureusement, les utilisateurs ne lisent pas sur le web. Les gros pavés de texte, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'avoir de l'information lisible et très rapidement. Donc ça passe par des textes courts et aussi une information hiérarchisée. Ici, ce qui est très bien, c'est qu'au final, on a une première accroche en bleu. Elle est grosse, elle ressort sur l'écran, on la voit immédiatement. Et ensuite, une information secondaire d'une autre couleur. Ça permet véritablement de pouvoir faciliter la prise d'information et d'avoir un message très impactant tout de suite. Pour faciliter la prise d'information, un autre point, c'est aussi pouvoir adopter les standards des sites d'aujourd'hui. Donc ça passe par une barre de navigation. Cette barre de navigation, si elle doit être présente, il faut aussi qu'elle soit visible. Donc c'est une barre qui doit ressortir en termes de contraste. Alors non seulement ici, c'est bien parce que sur un site blanc, elle est grise, mais aussi il faut que les intitulés soient visibles pour pas que l'utilisateur cherche inlassablement son information et qu'il puisse la trouver très rapidement. Donc voilà, la barre. Tout cela, c'est important, Charlotte. Pourquoi? Pour que les personnes qui sont derrière l'écran puissent trouver très vite ce qu'il y a à faire. C'est ça l'objectif? C'est ça. Chercher très vite ce qu'il y a à faire. Les gens veulent, avant de donner, ils ont besoin de se renseigner aussi. Voilà, il y a des associations plus connues que d'autres, il y a plus de médiatisation, mais aussi voilà, le site doit remplir cette part du travail et donc informer. Les utilisateurs vont aller sur la page d'accueil, mais ils vont aussi aller chercher dans le contenu, aller s'intéresser de plus près à ce que vous faites, à vos actions. Et donc pour ça, eh bien, il faut que l'organisation du site déjà soit simple d'accès, mais aussi qu'on leur donne des accès très rapidement repérables. Et donc voilà, parmi lesquels ce qu'on appelle la barre de navigation. Donc si on veut gagner, si vous voulez avoir beaucoup de dons, il ne faut pas faire trop réfléchir l'utilisateur en fait. C'est pour ça que les boutons sont rouges, etc. C'est que pour dire à l'utilisateur, vas-y, clique ici. C'est très commercial hein, comme approche. En dehors de ça, c'est aussi un moyen de ne pas tout mettre sur la page d'accueil. On se retrouve souvent avec des pages d'accueil qui ont beaucoup de contenu. On sait que voilà, aujourd'hui, les utilisateurs scrollent de plus en plus parce qu'ils ont une utilisation mobile. On y reviendra tout à l'heure avec Frédéric sur l'utilisation des différents devices. La device, tout le monde a compris. Hein, ouais, non, mais on est dans un public anglophone, c'est les différents écrans, je crois. Voilà, les différents écrans, que ça soit smartphone, que ça soit mobile, que ça soit tablette, que ça soit PC, ordinateur portable, ou alors on montre. Maintenant, c'est vrai, montre. Qui parmi vous a une montre connectée? Hein, on est un peu déçus. Qui parmi vous a un téléphone, un smartphone? Ah bah voilà. On est rassurés. Donc voilà, ne pas trop en mettre sur la page d'accueil et créer donc voilà des raccourcis rapidement visibles et également une barre de recherche, un moteur de recherche. Ce qui est important avec la barre de recherche, c'est qu'elle soit visible aussi très rapidement. Généralement, elle est présente dans le haut du site, ce qu'on appelle le header, pour que à chaque page, elle soit présente, qu'elle suive le parcours de l'utilisateur. Et puis, c'est aussi voilà, une information qui doit ressortir. Là, ici, elle est en bleu. On peut aussi mettre un petit texte à l'intérieur pour guider sur la recherche. Est-ce que vous recherchez des mots-clés? Est-ce que vous recherchez des phrases? On peut, comme ça, aider aussi les utilisateurs qui arrivent sur votre site pour les accompagner au maximum dans la recherche d'informations. La recherche d'informations, c'est pas tout. Vous avez aussi besoin de recruter et ça passe aussi. Voilà, recruter des bénévoles, ça doit être affiché sur votre site à tout moment. Peut-être que quelqu'un qui vient juste se renseigner
à un moment, il aura envie de faire partie de cette aventure avec vous. Voilà, donc c'est aussi des accès qui doivent être visibles à chaque étape du parcours. Donc il y a différentes tactiques pour que ça soit visible à chaque étape du parcours. Soit c'est sur le haut de site, c'est dans le header. Mais voilà, le header, quand on scrolle sur la page, quand on descend, on le voit plus. Soit on peut alors header, scroll. C'est pour ça que je dis descendre sur la page. Alors scroller, oui, c'est vrai, c'est descendre en fait, tout simplement. Enfin, je dis ça, mais peut-être que vous le savez parfaitement. Et header, comme l'a dit Charlotte avec justesse, c'est le haut. Hein, en fait. Donc soit on peut se dire que le header, on le garde fixe à l'écran, et même si on descend sur la page, il est tout le temps présent. Ou alors, il y a d'autres astuces, c'est de mettre ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un footer flottant. Donc en fait, c'est une petite barre qui est présente sur l'écran et qui reste visible tout le long de la navigation. Elle est toujours au bas de l'écran. Voilà, c'est des petites astuces comme ça, mais qui permettent de garder de l'information tout le temps présente à l'écran et durant le parcours de l'utilisateur. Voilà, tout ça, ça permet à l'utilisateur de se renseigner, d'être convaincu aussi par vos combats, vos actions. Et bien évidemment, votre but aussi, c'est aussi faire avoir du don. Et comment on peut justement faciliter les dons des utilisateurs. Donc, c'est aussi d'être très commercial dans l'approche, mais d'avoir un bouton très incitatif pour donner envie de cliquer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un bouton incitatif ? C'est quand je vais le voir, je vais me dire « Ah, il est là, je l'ai bien identifié, et en plus, je vais avoir envie de cliquer dessus. » Par quoi ça passe ? C'est une couleur qui se démarque. Qui se démarque comment ? Ça veut dire que c'est une couleur spécifique à cette action-là. Elle n'est pas utilisée sur les autres boutons du site, puisqu'il doit être identifié en tant que tel. Donc là, en l'occurrence, c'est le orange. Et puis, il doit être assez gros pour qu'il soit visible. En ergo, on dit que plus un élément est gros, plus il est visible rapidement. Donc voilà, ça passe par ça. Et puis là, il est dans le header, donc sur le haut de site, et ça permet, encore une fois, qu'il soit présent à chaque moment de la navigation. Et pourquoi le maintenant ? Du coup, c'est parce que c'est marqué données maintenant. C'est un peu violent ou c'est Non, je pense la que c'est pratique pour mettre en place une notion d'urgence en fait dans l'action. C'est-à-dire, voilà, simple données en fait, c'est bon, on donne. Si on donne maintenant par rapport à une thématique, vous m'entendez en fait, j'ai pas besoin de micro. Ça marche ? Je sais pas comment ça marche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Parle bien dedans. Ça parle ? Ah oui. En fait, en fonction, comme dit Charlotte, en fait, il faut que le bouton soit gros, qu'il soit visible. Après, il ne faut pas qu'il soit énorme non plus, parce qu'il ne faut pas rentrer dans une sorte de caricature ou de vulgarité de la représentation graphique des éléments. Donc il faut quand même qu'on garde, même si c'est visible, une certaine homogénéité sur l'ensemble du site. Donner maintenant, il y a une notion, je pense, d'urgence en fait. Alors tout de suite, ça fait vraiment, ça fait un peu vent de flash, alors que maintenant, voilà, on est plus dans comment dire, la rédaction un peu plus fine. Et la notion de flèche, en fait, ça permet, alors c'est un peu anecdotique une flèche, alors je ne connais pas ce site, même si c'est une grosse enseigne. Quand on va cliquer, j'imagine que ça va se déplier. Ça va se déplier, voilà. Et là on va avoir les... C'est-à-dire que quand vous... Comment dire ? En fait, il faut, comme vous le verrez après précédemment, mais c'est pas très grave, hein, on va mixer les deux présentations. Il y a un architecte qui s'appelait Sullivan et qui disait qu'en fait, c'est la fonction qui crée la forme. D'accord ? Si je mets par exemple une flèche vers le bas, la fonction va faire que ça va me générer, parce que je veux que la fonction ouvre un palier, on va dire, donc je vais mettre la flèche vers le bas. Si je mets la flèche vers la... Alors ça paraît complètement anecdotique, mais en même temps, c'est bien de le savoir. Si je mets la flèche par exemple vers la droite, ça sous-entend que je vais changer de page en fait. Donc je vais rentrer dans une sorte, soit tunnel de conversion, comme on peut dire dans le e-commerce, c'est-à-dire là je vais mettre mes profils, etc., et faire un don. Mais voilà, je pense que voilà, il faut juste trouver un rapport en fait. C'est par exemple la poignée de porte. Quand vous avez une poignée de porte qui est comme ça, vous savez que vous devez la descendre. Quand vous avez une poignée de porte ronde, vous savez que vous devez la tourner. Et quand vous avez une barre en poignée de porte, vous savez que vous devez la pousser. Voilà, c'est ça, c'est que ça doit induire une action et quel type d'action.
Dans le don, il y a aussi voilà, la possibilité de, en tout cas, proposer aux utilisateurs de faire soit un don unique, soit un don récurrent. Il faut laisser toujours le choix à vos utilisateurs sur le site, ne pas induire ce qu'ils pourront faire. Proposer des montants aussi pour faciliter, pour faciliter le don. Donner la possibilité également de saisir un montant. Laisser vraiment toutes ces possibilités aux visiteurs de votre site et contextualiser. Alors, on va, peut-être que tu peux appuyer aussi ce point-là, mettre des visuels, mettre des images, rappeler aux gens pourquoi ils donnent, être dans un contexte. C'est comme quand vous achetez un meuble, par exemple. Vous avez déjà, j'imagine, acheté un meuble sur Internet. Vous avez besoin aussi à un moment de l'imaginer dans un contexte, savoir comment cette table elle va rentrer dans un univers, être projeté. Et bien c'est pareil là. L'utilisateur a besoin d'être projeté, c'est comme ça que vous allez aussi créer de l'empathie. Être très précis, également, c'est un autre point. Pour avoir un petit peu interrogé mon entourage et d'autres personnes sur le milieu associatif, et ce qu'ils donnent et ce qu'ils ne donnent pas, pourquoi, quelle est leur attitude en fait face au site. Moi, les retours que j'ai eus au global, c'est déjà, des fois, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'ils font réellement, et moi, après, je ne sais pas pourquoi je vais donner. C'est souvent la remarque qui ressort, c'est que j'ai besoin de savoir que mon don va vraiment servir à quelque chose et qu'il va servir pour une cause spécifique. Et donc c'est aussi important de pouvoir dire, voilà, pour avoir tel objet, voilà, en l'occurrence, c'est une prothèse, un kit scolaire, voilà, c'est 50 €, c'est matériel, c'est clair, c'est net, c'est précis, voilà comment votre argent va être utilisé. Bon, voilà, les utilisateurs ont besoin aussi d'avoir un maximum d'informations sur la déduction fiscale. Ça, tout le monde le fait aujourd'hui. Mais il y a une manière aussi de la mettre en place. C'est pas seulement afficher cette information, c'est être très concret. C'est pouvoir dire, plutôt que dire voilà, quel est le montant de la déduction, parler de coût de revient, être très pragmatique, être très concret finalement. Voilà combien au final je vais. Je pense que même dans l'absolu, dans cette présentation-là, il faudrait presque, parce qu'en fait le levier fiscal est quand même, c'est une des rares chemises fiscales qu'on peut trouver. Mais en tout cas, c'est un moyen aussi de faire passer le pas aux gens. Aux internautes, je pense qu'il faut même dans l'absolu, quand on choisit un montant, ça calcule automatiquement en fait le crédit d'impôt pour qu'on sente vraiment que vous faites un bon geste, mais en même temps, si vous êtes imposable, voilà, vous avez gagné. Alors ça marche bien aussi pour les entreprises, hein, parce que c'est des grandes sommes plus ou moins importantes. Le tunnel de don, il est très important, vous ne devez pas perdre vos visiteurs. Plus on a de pages et plus vous avez de chances de créer ce qu'on appelle de la déperdition. Que les utilisateurs partent d'une étape à une autre. En créant un tunnel sur une seule page, vous adressez forcément ce problème. Vous avez toutes les informations sur une seule page. C'est important aussi qu'un maximum d'informations soit sur le haut de l'écran pour qu'on ait une vue d'ensemble. Il faut qu'il soit directement accessible aussi après avoir cliqué sur le bouton qui est présent dans le header, qui est présent dès la page d'accueil. Et ça va être important d'apporter un maximum de réassurance et d'information. Donc ça passe par exemple par les modes de paiement. Et ce tunnel également, il faut qu'il soit visible. Par exemple, là on a exactement le même type de tunnel. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais moi là j'ai du mal à repérer l'information. J'ai du mal à savoir vraiment où je dois aller parce qu'on est sur un contraste très très faible, parce qu'on est sur du blanc, on est sur du gris. Et comparativement à celui-là, eh bien effectivement là on a une information qui ressort, on sait immédiatement
où se repérer sur la page, quels sont les différents blocs, alors que sur celui-là, c'est un peu plus flou. Et quand c'est plus flou, comme ça, les utilisateurs vont passer du temps, ils vont éventuellement se tromper, et plus ils se trompent, et plus les utilisateurs ne sont pas patients, ils vont malheureusement partir. Donc voilà, ça c'est des raisons aussi de les faire rester, de faciliter l'expérience, de faciliter la saisie d'informations. Voilà, je le disais tout à l'heure, mais c'est un autre point. Expliquer à vos utilisateurs la manière dont leur don sera utilisé. Si jamais je fais un don générique, voilà, de pouvoir dire concrètement comment ce don va être utilisé. Et enfin, c'est un point que j'ai abordé en amont, tester. Toujours tester auprès de vos utilisateurs, même si c'est que quelques tests. Même si c'est juste prendre... Vous avez la chance, en fait, d'avoir une cible assez tout venante. Tout le monde peut donner à une association. Dans le e-commerce, c'est plus compliqué parce qu'on peut dire, voilà, peut-être qu'Olivier ne va jamais acheter des chaussures sur Internet, par exemple. Voilà. Donc, Olivier ne sera pas dans la cible. Mais par contre, tout le monde est susceptible de pouvoir donner. Donc, vous pouvez prendre des gens dans la rue, vous pouvez prendre des gens de votre entourage, vous pouvez prendre n'importe qui pour montrer votre site, pour les mettre en situation. Qu'est-ce que vous comprenez ? Quelles sont les informations qui sont visibles tout de suite? Voilà, de toujours pouvoir valider que tout est clair et que l'information aussi est pertinente. Donc, il y a différents types de tests, parmi lesquels donc, le test AB. Donc ça, c'est très simple. On parlait tout à l'heure du bouton. Le bouton d'appel au don. Vous pouvez, sur une même page, proposer différentes versions et voir laquelle est la plus optimisée et ensuite proposer sinon des tests utilisateurs. Donc c'est les éléments que je vous disais précédemment, tester auprès de vraies personnes en qualitatif. Le temps avant, je vais passer la parole à Fred. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est à moi, d'accord. Voilà. Je devais peut-être aussi... Donc, rebonjour. Donc, on va parler en fait, on va parler dans les grandes lignes du design, du web design, après on l'appelle comme on veut. On va dire de tout ce qui est création interactive, dans le sens où la création sur le web en fait n'est pas liée principalement en fait au PC, du moins à la version desktop. C'est à la fois le mobile, c'est les réseaux sociaux, c'est la télévision, c'est les displays, c'est les montres, etc., etc. Donc en fait, on a une ribambelle de terminaux qui font qu'on se retrouve avec une ribambelle de formats, de possibilités et d'actions à faire en fonction du public. Parce que comme disait précédemment Charlotte, on a un public qui est certes vaste, mais c'est aussi un public multigénérationnel. D'accord, donc il y a des personnes d'un certain âge, des personnes d'un âge moyen comme moi, et puis il y a des jeunes, voilà, qui sont entre guillemets pas l'avenir, mais en tout cas qui peuvent être amenés à partir de 20 ans à vouloir donner, voilà, soit donner du temps, soit donner de l'argent, soit donner ce qu'ils veulent. Et du coup, il faut quand même pouvoir leur parler, principalement aussi à eux, pour pouvoir avoir un nouveau public. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc je m'appelle Frédéric Munet, j'ai 45 ans, voilà, donc je fais du web depuis 98 et je suis donateur MSF-RSF depuis le Rwanda, voilà, l'époque du Rwanda. Voilà. Donc je fais juste une aparté en fait, donc j'avais donné au Rwanda et justement, donc à l'époque en fait, Internet n'existait pas vraiment. J'ai donné en fait justement par un modèle économique qui me satisfaisait assez. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un abonnement. Voilà. Tous les mois, comme un abonnement de presse, on va dire, donc tous les mois, il y a une somme qui m'est débitée sur mon compte. Et du coup, c'est pas que ça me donne une bonne conscience, mais du coup, je suis sûr de donner. Voilà. Tous les mois. Donc, c'est une formule, je trouve, qui est assez efficace, assez intelligente, et en plus, elle est tacite. Donc, du coup, voilà. Bon, les gens donnent bien chez SFR. Donc en quoi le design, l'approche graphique au sens expression peut et doit. Donc le design en fait, donc il y a, comment dire, le design c'est pas spécialement faire du beau. Le beau c'est très subjectif. Et voilà, quand on fait la création graphique, on n'est pas spécialement des artistes, loin de là.
On fait ça par rapport à des données, des cahiers des charges et par rapport à un besoin réel derrière. Donc en gros, il faut à la fois rassurer, comme disait Charlotte, donc il faut véritablement avoir un discours dans le fond comme dans la forme assez claire et explicite. Il faut sensibiliser, sans jouer dans le côté larmoyant non plus, mais en tout cas, il faut montrer véritablement quels sont les leviers d'action derrière, c'est-à-dire est-ce que je vais aider du local, de l'international, est-ce que c'est de la mission d'urgence, etc., etc. Il faut donc impacter, donc il faut quand même avoir des accroches donc au niveau rédactionnel. Donc là, on s'éloigne un peu du web design, mais en même temps, la création, en règle générale, ça englobe tout, c'est-à-dire le texte, l'image, l'ergonomie, etc. Et il faut quand même rationaliser les choses pour ne pas tomber dans des travers de mode que peuvent procurer le web design, c'est-à-dire ce qu'on appelle les one page, les storytelling, etc., etc. Donc en gros, c'est quoi le web design? D'accord? C'est en gros arriver à concevoir une idée, ok, de la mettre en place, de la rendre excessivement lisible, donc il faut rester dans quelque chose d'assez pur, ne pas rentrer véritablement dans l'illustration pour l'illustration. Il faut qu'à chaque fois que vous mettiez une photo, une accroche, une taille de typo, il faut qu'elle ait une vraie fonction et que ça répercute par rapport à ce que vous avez mis précédemment. Il faut avoir une approche aussi, ce qu'on appelle d'expérience utilisateur. Donc c'est des jargons qu'on a actuellement qui s'appellent l'UX. Donc il y a deux termes actuellement qui sont très à la mode et qui génèrent des nouveaux métiers qui sont l'UX et l'UI, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, excuse-moi Charlotte de t'avoir en français. L'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Donc l'expérience utilisateur, c'est lié véritablement à l'ergonomie et donc au parcours de l'internaute lambda. Et l'interface utilisateur, c'est tout ce qui est lié, on va dire, à la charte et au style graphique global du site. Donc il faut quelque chose d'assez fluide, donc toujours garder une certaine élégance. Et puis, il ne faut pas que ça soit trop intrusif, donc OK pour le bouton, ce qu'on appelle en jargon technique un call to action, donc le bouton incitatif, mais il ne faut pas non plus que ça soit un bouton façon Cdiscount qui brille dans tous les sens. Je vais juste compléter dans ce que tu dis. Il faut être, quand tu dis il faut être pur, il faut être fluide, il faut aussi être moderne. Parce qu'aujourd'hui, un site qui ressemble à un site d'il y a 10 ans en arrière ne fonctionne pas parce que les utilisateurs ne sont pas rassurés. Ils se disent que voilà, il n'y a personne derrière, qu'ils ne se sentent pas en confiance et ça vient impacter leur expérience, leur avis sur votre métier. Voilà, après, on peut faire un site à l'ancienne, justement pour contrecarrer et dire voilà. L'urgence n'a pas d'époque. Donc voilà. Autre, comme on avait dit précédemment, donc c'est sur tous les terminaux, d'accord, PC, mobile, tablette, réseaux sociaux, mailing, newsletter, campagne web marketing, ok. Mais c'est aussi ce qu'on appelle de l'interaction in situ digitale, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait soit avoir des catalogues papier. Alors, je sais que les catalogues papier représentent un certain coût financier. Mais en tout cas, si vous êtes sur un stand ou ce genre de choses, vous pouvez tout à fait créer des interactions. En fait, le web design ou le monde interactif au sens large du terme n'est pas lié spécialement qu'à Internet. Moi, à la base, je ne viens pas du tout d'Internet. Je viens même à l'époque du CD-ROM, donc c'était voilà, des produits qui n'existent plus. Mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner qu'un seul. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une problématique, une thématique et savoir à quel moment je vais installer ça sur Internet, à quel moment je vais installer ça sur des bornes, à quel moment, etc., etc., pour qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait un discours fluide sur l'ensemble des supports. Donc, ça, je fais juste une aparté parce qu'en fait, par rapport à CU, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ce qu'on appelle le responsive, d'accord? Je fais juste un petit schéma. Vous voyez bien, en fait, comment se passent les sites Internet maintenant. On a ce qu'on appelle un terme qui s'appelle le first mobile, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens en fait, derrière leur téléphone portable, qui n'est pas véritablement qu'un téléphone, mais plus un ordinateur portable. Il y a plus de gens derrière leur smartphone que derrière leurs écrans. Souvent, les gens qui sont derrière leurs écrans, c'est des gens qui travaillent en fait. Moi, j'ai des enfants qui sont adolescents, ils n'utilisent jamais un ordinateur en fait. Ils utilisent soit une tablette, soit un iPhone, un smartphone, soit éventuellement une console de jeu. Mais pour eux, un poste fixe, c'est comme la télévision, c'est qu'un terminal et ça ne les intéresse pas du tout en tant qu'objet. Pour eux, à partir du moment
Il faut que je me dépêche, c'est ça, d'accord. Je vais me mettre sur 45 tours. Donc voilà, donc je vous schématise vite fait. Voilà, en gros, le responsive, c'est un site internet s'adapte en fonction du terminal dédié. D'accord. Voilà, je résume. Il faut que j'aille hyper vite. Donc, du coup, voilà, là vous avez les différentes possibilités en fait des éléments. Un responsive, en gros, si vous voulez, c'est comme des strates qui s'enquillent. Alors le terme enquillé n'est pas très joli, mais bon, je n'ai pas trouvé autre chose. Qui s'ajustent en fait, aide-moi Charlotte, qui s'ajustent, qui s'adaptent, voilà, merci, les uns sous les autres, et du coup, on a le même résultat en fonction du terminal choisi. Mais dans la logique, il faut toujours partir de cette version-là, qui est la plus contraignante, et qui est la plus visible pour les enfants, ou pour les jeunes, on va dire, de 20 ans. Donc, comme on a dit précédemment, donc, c'est la génération qui arrive, qui est très ou trop connectée. Bon, après, c'est un point de vue un peu politique, mais d'accord, et qui ne sont pas derrière un poste fixe. Donc, il faut excessivement leur parler, pas spécialement avec le langage, mais surtout avec leurs outils et les bons outils. Je vais assez vite. Donc, chaque public est réceptif en fonction de la conception, mais aussi de l'outil adapté. Donc, si je reçois un mailing, d'accord, un mailing va correspondre à un certain message et surtout va correspondre à un certain public. Un public qui a une boîte mail, alors ça paraît aberrant, mais tout le monde n'a pas une boîte mail, et un public un peu avisé, et puis bon voilà, qui est bien réceptif. Des jeunes de 20 ans, moi je donne des cours dans des écoles, pour eux Facebook c'est Internet. D'accord? Parce que la force de Facebook, c'est qu'ils ont fait un conglomérat de tout ce qui existait sur Internet, et donc pour eux ils ont 3 sites, Facebook, Google, YouTube. Bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc du coup, quand vous parlez à ces jeunes-là, vous leur parlez sur Facebook, vous leur envoyez pas de mailing. Pour eux, les mailings, c'est du spam. Voilà, je vous le dis. Hein. Alors qu'un post Facebook, c'est cool. D'accord? Donc, vous pouvez avoir tout à fait le même message, mais au niveau de la structure et de la conception, ce sera différent. D'accord? Vous pouvez faire une vidéo institutionnelle qui s'adresse au même public, très grandiloquente, etc. Et puis, vous allez peut-être faire un Snapchat pour les jeunes. D'accord? Parce que là, vous allez leur parler. Et puis, parce que vous utilisez leurs outils. D'accord? Vous allez faire peut-être ce qu'on appelle une landing page. D'accord? Une landing page, c'est ce qu'on appelle une page d'atterrissage. C'est une page dédiée, en l'occurrence. Par exemple, il y a une urgence, on va prendre un fait d'actualité, sur les migrants. D'accord? Vous avez besoin de récolter des dons, ou tout simplement récolter ce qu'on appelle du lead, donc du profil qualifié, pour, voilà. Donc, vous allez faire une landing page, ça va rassurer un certain public. D'accord? Alors que pour les jeunes, vous allez faire ce qu'on appelle un display, d'accord? Donc un habillage, d'accord, sur YouTube, ce genre de choses. Okay? Donc il faut bien, je mets versus, mais ce que je veux dire, les deux fonctionnent aussi. Mais en tout cas, le public est excessivement différent. Donc là, par exemple, je vous ai mis des posts, par exemple, sur Facebook, sur Greenpeace, d'accord? Donc on est vraiment sur du relationnel, n'importe quoi, du pragmatique. Voilà, ok. Donc, comme j'ai dit précédemment, donc Louis Sullivan, donc c'est la fonction qui suit la forme et non pas la fonction qui crée la forme, je me suis trompé. Donc, chaque action, chaque élément doit être pensé en fonction de sa finalité. Quand je parle de justesse, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous regardez un site comme Google, dans l'absolu, la plupart des gens vont dire il est assez. Mais en même temps, au niveau de la fonction véritablement induit la forme. C'est-à-dire qu'en gros, Google, c'est quoi? C'est une identité, donc un logo, un moteur de recherche, 2 boutons d'action. Basta, il n'y a pas besoin de plus pour avoir une requête. Et après, vous avez un fil de requête. D'accord? Donc, on est vraiment dans un design, je trouve, assez bien réussi. Autre truc, c'est que maintenant, Internet, c'est des tendances. C'est-à-dire qu'avant, Internet, c'était un peu de l'artisanat. Maintenant, c'est devenu certes une vraie économie. Je me dépêche, je fais très très vite. Voilà, donc ça c'est le slide. Donc slide suivant, c'est ça? Voilà, donc tout simplement, c'est qu'en fait, il y a des tendances. C'est important de savoir quelles sont les tendances. Ce qu'on appelait avant le flat design, c'est-à-dire les purs, c'est-à-dire on enlève toutes les ombres, etc. Et il y a une nouvelle tendance qui est arrivée, qui a été créée par Google. Donc tout ce que dit Google, c'est super. Et ça s'appelle le material design, c'est-à-dire qu'en fait, là, on a un mix entre le flat design et l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Gouffret, tête baissée, mais surtout vous proposez des approches différenciantes. Je fais très vite, je lis seulement. Voilà. Donc,
Je fais juste une aparté par rapport à un site que je trouve assez bien fait qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Donc ce n'est pas une association, mais c'est pas loin. En tout cas, la notion de one page, c'est-à-dire une seule page, un seul et même contenu, avec ce qu'on appelle, alors là je vais entamer des termes un peu complexes, mais ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire qu'en gros, je raconte une histoire du haut vers la fin, et à la fin, éventuellement, j'ai différentes données. C'est-à-dire que là, j'ai une mise en situation de ma marque, j'ai une localisation de mes ruches, mais ça peut être une localisation des actions aussi. J'ai une représentation sous forme de ce qu'on appelle des data vision ou d'illustration. Data vision, donc la mise en place de data. Voilà. J'ai du blog, du textuel, j'ai du réseau social, etc., etc. Donc voilà. Et on a comme dans le e-commerce, parce que bon là en l'occurrence c'est comme un e-commerce, mais en tout cas on a ce qu'on appelle la réassurance, c'est-à-dire que ça met en avant quels sont les différents points importants. Ça peut être 20 ans d'ancienneté, etc., plus de X, voilà. Est-ce que Fred, on peut se permettre de d'arrêter, un peu de temps pour les questions parce qu'ensuite... Alors je fais juste rapide. Je savais que ça allait être difficile de Non, faire mais ça. donc juste pour vous dire, donc comme avait dit Charlotte précédemment, on n'est pas dans du e-commerce parce qu'on ne vend pas dans l'absolu, mais bon, on a besoin de rassurer, etc. Là, je vous ai mis des exemples. Alors c'est du site e-commerce, d'accord, mais je veux dire qui reprend à la fois le design et l'ergonomie. On a quelque chose de très épuré, c'est-à-dire qu'on a la représentation. Imaginons que, comme fait l'UNICEF, je vends des calendriers ou ce genre de trucs. Je peux avoir un configurateur hyper sobre qui me permet de passer directement à l'action. D'accord ? Le but aussi, c'est comme a fait, on va dire, Apple, avec l'Apple Store, c'est de dématérialiser la transaction presque. La rendre hyper épurée et hyper sobre. Mais au final, bon voilà. Peut-être qu'on peut garder, Fred, voilà. Excuse-moi de t'interrompre quelques minutes pour les questions, à la fois sur l'ergonomie, sur l'ergonomie et sur le graphisme. Ou sur les sites. Oui, madame. Merci, hein, Fred, de ta compréhension. Je sais que je t'ai arrêté un peu dans le fil du débat. Oui, bonjour. Oui, c'est un peu dommage parce que en fait, ça met dans le pratique, on est vraiment dans la cuisine du site. C'est super. Donc, ma question est très vaste. Il y a les tendances. Bon,